Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CESTI TV. Vous suivez le premier numéro de votre émission Sciences politiques, consacrée à la guerre en RDC. Sur ce, nous avons le plaisir de recevoir Dr Jean-Charles Biagui, maître de conférence en sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, bonjour. Bonjour. L'émission sera co-animée avec Mohamedou Amin Niang. Amin, bonjour. Bonjour, Tafsir. Nous allons parler aujourd'hui du contexte et des origines du conflit en RDC, l'implication supposée du Rwanda et les perspectives de résolution du conflit. Professeur, nous allons commencer par les origines du conflit actuel en RDC. D'abord, quels sont les facteurs historiques et politiques qui ont conduit à la situation actuelle? Je vous remercie pour votre invitation et pour la question que vous me posez. La question de la République démocratique du Congo est une problématique qui est très importante, non seulement pour ce pays, mais pour l'Afrique, puisque nous sommes devant un très grand pays, un pays continent avec 9 frontières. Donc les questions sécuritaires, les questions de conflit dans ce pays interpellent ou devraient interpeller tout un chacun, tout Africain et tous les pays africains. Votre question est très intéressante, puisque ce qui se déroule aujourd'hui, ce qui se passe actuellement au Congo, est le fruit d'une évolution historique qui est ancienne, qui est très ancienne. Vous savez que souvent, les journalistes, en particulier, ils aiment se focaliser sur les causes immédiates. Quand je dis les journalistes, c'est peut-être pour vous taquiner un peu, mais surtout le public, le grand public, préfère souvent se limiter à des causes immédiates. Là, votre question montre qu'effectivement, vous avez probablement compris que les dynamiques présentes, les dynamiques actuelles s'inscrivent dans d'autres dynamiques beaucoup plus anciennes, des dynamiques historiques, on peut même remonter, qui sont très anciennes, on peut même remonter à ce que certains historiens appellent le drame congolais. C'est quoi le drame congolais? C'est à partir de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Depuis lors, nous sommes dans une situation très, très, très instable. Mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin, on peut s'arrêter juste à partir du génocide rwandais, du génocide Tutsi, des Tutsis au Rwanda. Ce génocide a modifié la cartographie géopolitique de la zone avec l'installation d'un pouvoir fort et d'un pouvoir Tutsi au Rwanda qui estime que dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier, il faut tout faire pour, sur le plan sécuritaire et même sur le plan géopolitique, dominer la zone. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut considérer dans le problème. Le changement de perspective à partir du génocide rwandais avec l'arrivée au pouvoir d'un régime militarisé et d'un régime qui veut s'imposer dans la zone comme un élément géopolitique de premier plan. Ça c'est des considérations qui n'ont rien à voir, c'est vrai, pas forcément avec la République démocratique du Congo, mais ce que certains observateurs négligent, il y a des dynamiques internes au Congo qui expliquent la situation actuelle. Et ces éléments sont de 2 dimensions. Il y a d'abord la faiblesse de l'État. La faiblesse de l'État congolais. Lorsque nous disons faiblesse de l'État congolais, ça signifie 3 choses lorsque nous parlons de faiblesse. En sciences politiques, nous le disons souvent dans la perspective de Robert Jackson, qui a étudié au début des années 90 cette question d'État faible en Afrique, en disant c'est vrai, des propos qui ont été très controversés, mais de mon point de vue, nous pouvons considérer qu'il a vu juste sur un certain nombre de points. La faiblesse de l'État, c'est quoi? C'est un État où il n'existe pas une réelle communauté nationale. C'est le cas au Congo. Il n'y a pas une réelle communauté nationale. En particulier, puisque nous parlons de l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons des populations qui sont considérées comme étant des Rwandais et non des Congolais, ce qui n'est pas tout à fait vrai et ce qui s'explique par des considérations historiques avec Mobutu, mais bon, ce serait très long à expliquer. On les appelle d'ailleurs les Banyamulenge. Les Banyamulenge, ou certains même, il y a des Banyamulenge et les Banyarwanda. Donc il y a des populations qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo et qui estiment qu'elles sont marginalisées et à qui on refuse ou on a refusé par le passé et on refuse pour certains toujours la nationalité. Et ils veulent compter, ils se sentent congolais et ils estiment qu'ils sont marginalisés, en particulier les populations Tutsi. Donc ça, c'est un problème qu'il faut considérer et qui est dans une certaine mesure lié à la faiblesse de l'État congolais, à l'inexistence d'une réelle communauté nationale. Ça, c'est le premier point. Pourquoi l'État du Congo est faible? L'État du Congo est faible parce qu'il y a une défaillance institutionnelle. Les institutions au Congo, en particulier l'armée, elle est clochardisée. Ce n'est pas une armée au Congo. Donc, si vous ajoutez à cela une autre défaillance d'un point de vue économique,
il y a ici un cocktail qui ne permet pas à l'État congolais d'assurer la sécurité, notamment à ses frontières. Ça, c'est le premier point d'un point de vue interne. Il y a une autre problématique d'un point de vue interne. C'est que l'État du Congo lui-même, qui fait face à plusieurs rébellions, vous savez que c'est l'un des pays où il y a le plus de groupes armés en Afrique, et peut-être même dans le monde, environ 200. Et tout cela est lié à ce que je venais d'expliquer, au fait que nous avons un État faible. Donc, si vous prenez cette réalité d'un État faible par rapport à une géopolitique dominée par le Rwanda qui veut compter en face d'un État faible, mais il y a suffisamment d'éléments pour, de temps en temps, du côté du Rwanda et du côté même interne au Congo, à ce que des groupes non étatiques puissent tirer les ficelles pour des considérations, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, pas uniquement des considérations économiques, c'est-à-dire l'exploitation des ressources. Vous savez, il y a une idée qui n'est pas tout à fait juste, qui considère que tous les conflits africains, en particulier dans la République démocratique du Congo, c'est pour l'exploitation des ressources. Bon, c'est un élément important, mais ce n'est pas le seul. Il y a l'autre question. Absolument. Quel rôle jouent les ressources naturelles et les dynamiques ethniques en même temps? Absolument. Les ressources économiques jouent un rôle très important, d'ailleurs dans toute guerre, parce que ça participe à l'économie de guerre, mais de là à considérer que c'est la principale variable explicative de la conflictualité, je n'irai pas jusque-là, et je trouve que tous ceux qui le font, ils surestiment cette dimension. La dimension, disons, économique est une dimension qu'il faut prendre en considération. C'est ce qui permet aux groupes armés de se maintenir, de trouver des financements, de s'autofinancer, de trouver des armes et éventuellement de payer les combattants. D'ailleurs, vous savez, les combattants n'ont même pas besoin d'être payés, ils se payent en nature dans le cadre de pillage. Les dynamiques ethniques? Les dynamiques ethniques, je préfère dire dynamiques identitaires ou communautaires. C'est des dynamiques que j'ai déjà expliquées en parlant des Banyamulenge, des Banyarwanda, c'est-à-dire de ces populations. Et dans l'histoire de l'Afrique, en particulier même au Sénégal, vous pouvez trouver ces exemples. Notamment lorsqu'on accuse, vous savez, on accuse souvent les populations Peul du Sénégal d'être des Guinéens. Vous entendez souvent cela. Mais la réalité, elle est un peu proche de cela. C'est-à-dire, nous avons à l'indépendance, ou avant l'indépendance, la colonisation belge a favorisé le départ de populations, c'est vrai, originaires du Rwanda. Mais ce que je vous dis là, nous sommes au 19e siècle. Et certains même font remonter cela au 18e, 19e siècle. Des populations qui se sont installées il y a longtemps de cela, avant même que le Congo soit Congo, qui se sont installés et à qui aujourd'hui, depuis Mobutu, on refuse la nationalité et qui estiment qu'elles sont non seulement ostracisées, mais souvent qu'elles font l'objet de tueries, d'assassinats, etc. Et ces populations-là, sous l'impulsion de ce qu'on appelle la FDL, c'est-à-dire à partir de 96-97, surtout 96-97, lorsque Kabila, dans le cadre d'une expédition soutenue par l'Ouganda et le Rwanda, prend le pouvoir au Congo, ce sont ces individus-là qui, en majorité, on les appelle les Banyamulenge, l'ont aidé. Donc ces populations-là, aguerries au maniement des armes depuis très longtemps, veulent compter d'un point de vue politique au Congo et veulent compter aussi d'un point de vue identitaire parce qu'ils estiment que leur identité est rejetée sous prétexte qu'ils sont rwandais. Ça, c'est le facteur identitaire qui existe dans ce conflit et qui est réel et que minimise malheureusement l'État central congolais en préférant, et c'est de bonne guerre, en préférant mettre l'accent sur des dynamiques économiques ou des dynamiques géopolitiques qui existent, mais qui ne réduisent pas à cette simple dimension le conflit. Justement, professeur, tout à l'heure, vous avez évoqué la présence de plus de 200 groupes armés dans l'est du Congo. Quels sont les principaux groupes en conflit actuellement dans l'est du Congo? Actuellement, le principal groupe, c'est le M23. C'est l'un des groupes les plus importants. Et puis, cette alliance, on appelle ça Alliance du fleuve Congo, qui réunit des dizaines et des dizaines de groupes armés. Les uns sont insignifiants par rapport aux enjeux. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins importants. Vous avez aussi dans la région des groupes de Maï-Maï. Les Maï-Maï, c'est des groupes très anciens qui remontent même à la colonisation, avant la colonisation, mais qui ont été
modernisés. Donc c'est des groupes qui changent d'allégeance en fonction des intérêts, soit avec le gouvernement ou soit avec les groupes rebelles. Mais aujourd'hui, en définitive, vous avez si vous enlevez les groupes étatiques, comme groupes non étatiques, il y en a fondamentalement 2 qui émergent, qui sont les plus importants, les Wazalendo et le M23. Le M23 qui est constitué d'anciens éléments de ce qu'on appelle le RCD, le Rassemblement des Congos démocratiques du Congo, c'est-à-dire c'est le RCD Ngoma. Le RCD Ngoma a donné naissance il y a beaucoup de ramifications. On appelle ça la sissiparité des mouvements rebelles. C'est un phénomène très fréquent en Afrique et un peu partout dans le monde. Le CNDP de Laurent Kunda. Absolument. Le CNDP, ce sont des éléments du RCD qui ont fait défection parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le RCD, en faveur d'ailleurs des accords de Salt Lake City, donc qui ont fait défection et qui ont constitué le CNDP. Et le CNDP, c'est dans les cendres du CNDP qu'est né le M23. Voilà. Justement, tout à l'heure, vous avez évoqué le Rwanda dans cette crise de l'Est du Congo. Mais en juillet de l'année dernière, un rapport de l'ONU avait fait mention d'un soutien du Rwanda au M23. Selon vous, quelle est la nature de ce soutien? Ce soutien est réel. Ce n'est pas simplement l'année dernière. De manière très régulière, les ONG et l'ONU ont dénoncé l'implication du Rwanda dans certains groupes armés. D'ailleurs, il ne peut pas en être autrement. La plupart des groupes, vous savez, un groupe armé, surtout lorsqu'il prend de la consistance, a toujours besoin de ce qu'on appelle une base arrière. Donc vous ne pouvez pas, à Ngoma, ne pas avoir comme base arrière le Rwanda et ne pas être soutenu par le Rwanda. Ça, c'est le premier point. Mais bon, le Rwanda est impliqué dans la plupart des rébellions au Congo. Pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, des raisons géopolitiques, des raisons liées à la sécurité même du Rwanda, et peut-être éventuellement du fait de l'affairisme de certains généraux qui ne le font pas simplement au Congo, ils le font en Centrafrique. Si vous allez en Centrafrique, vous allez voir que certains officiers rwandais se sont enrichis dans les affaires, notamment dans l'immobilier. Le Rwanda est dans une perspective qui est triple, ou qui s'explique triplement. Le Rwanda veut assurer sa sécurité. On ne peut pas le refuser au Rwanda. C'est peut-être souvent une instrumentalisation, mais il est aussi vrai que le Rwanda tient compte des questions sécuritaires parce qu'il existe dans la zone des FDLR, c'est-à-dire des anciens génocidaires qui peuvent, et qui sont souvent recrutés même par l'État congolais et qui constituent, selon Kigali, une menace. Donc il n'y a pas que ça. Donc à côté de cela, le Rwanda veut, parce que c'est un territoire extrêmement riche, le Rwanda est un pays qui est dans une certaine mesure enclavé. Avec une densité très importante, une population de plus en plus importante, un territoire plus ou moins petit. Donc c'est vrai que la RDC, l'Est de la République démocratique du Congo, permet peut-être au Rwanda de respirer. Mais ce n'est pas le seul argument, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi le fait que le gouvernement rwandais est très proche de ces Banyamulenge, de ces individus qui changent, c'est vrai, quelquefois d'allégeance et qu'il faut le reconnaître et ça c'est une vérité, qui sont ostracisés par non seulement le gouvernement central mais par les Congolais, qui ne les considèrent pas comme de réels Congolais. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme les Guinéens, vous entendez souvent des propos très xénophobes d'individus qui estiment qu'un Guinéen, il est forcément de la République de Guinée. Ou quelqu'un qui s'appelle Gomis, c'est-à-dire un Manjac, ou quelqu'un qui est Balante, est forcément de Guinée-Bissau. Vous l'entendez souvent dans le débat sénégalais, et c'est malheureusement ce qui amène souvent ces considérations. Effectivement, c'est un peu la question de la politique régionale du Rwanda. Vous avez répondu à cette question. Maintenant, comment la communauté internationale perçoit-elle l'implication supposée du Rwanda? La communauté internationale, jusqu'à très récemment, de mon point de vue jusqu'à récemment, fait un double jeu, comme d'habitude. On dénonce d'une part, mais en même temps, on ne fait pas ce qu'il faut pour régler la situation, ce qui probablement cache des agendas. Le Rwanda est un pays qui est devenu très très important dans la géopolitique de la région et dans la géopolitique mondiale depuis le génocide. Le Rwanda a bénéficié d'aides très importantes. D'ailleurs, la plupart de cette aide a servi à acheter des armes, à militariser fortement le Rwanda, qui en fait aujourd'hui l'une des principales armées d'Afrique.
La communauté internationale, la communauté africaine, commençons par la communauté africaine, elle est également très divisée, contrairement à ce que les gens peuvent comprendre. Vous savez, il y a les pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, la communauté des États de l'Afrique australe, qui, c'est vrai, ces dernières années, ont envoyé des soldats, dans le cadre d'ailleurs, ils vont partir, certains sont déjà partis, ont contribué, ont voulu résoudre le problème, mais en ne mettant pas sur la table les principales revendications des uns et des autres. Vous ne pouvez pas, dans le cadre d'une discussion, demander le retrait de troupes, demander la fin d'hostilité, sans pour autant essayer de voir sur le plan politique, sur le plan de l'agenda politique, que demandent réellement ces entités. Et vous avez d'ailleurs vu que la communauté des États de l'Afrique de l'Est et la SADC n'ont pas officiellement demandé le retrait des troupes rwandaises. Ils sont très timides parce qu'ils comprennent bien que le Rwanda est un pays important dans la zone, non seulement d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue stratégique. Et il ne faut pas mécontenter, il faut tout faire pour ne pas mécontenter non seulement le Rwanda, mais éventuellement ses parents. Et ça, c'est un problème. Les États-Unis, vous avez vu, c'est la principale puissance mondiale, les États-Unis, puisque depuis Trump, nous le savons, et même avant Trump, l'Afrique n'est pas fondamentalement une préoccupation majeure. Et vous avez vu que Trump, son administration, a très peu parlé du Rwanda. C'est surtout les Européens, en particulier la Belgique, qui s'agitent, mais nous savons que les Européens n'ont pas les moyens eux-mêmes d'assurer leur propre défense, et ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils l'ont fait par le passé dans ce grand pays qui est la RDC, ils n'ont peut-être pas les moyens, militairement en tout cas, de peser. Diplomatiquement, oui, il y a des sanctions contre certains officiels rwandais. L'Union européenne a expliqué clairement qu'elle pensait que le Rwanda était derrière le M23, mais ce n'est pas forcément suivi de beaucoup d'effets sur le terrain. Vous avez parlé de la communauté internationale, vous nous avez ramené à la communauté africaine. Maintenant, quelle est la position des voisins directs de la RDC, comme par exemple l'Angola, le Burundi et l'Ouganda éventuellement? Je pense qu'il faut surtout parler de l'Ouganda et probablement, et dans une certaine mesure, du Burundi. Parce que si c'est l'Angola c'est le médiateur. L'Angola est le médiateur de la SADC, donc l'Angola a une position. Par le passé, l'Angola est intervenu militairement pour soutenir le pouvoir central à Kinshasa. Aujourd'hui, ce n'est pas très clair, mais pour l'heure, l'Angola est dans une posture de médiateur. L'Ouganda, oui, l'Ouganda est un pays très important parce que l'Ouganda est impliqué aussi dans les dynamiques guerrières en République démocratique du Congo. Et l'Ouganda, c'est vrai, s'est rapproché il n'y a pas très longtemps de la République démocratique du Congo pour régler son problème interne, c'est-à-dire parce que l'Ouganda fait face aussi à des rébellions qui s'alimentent à partir de la République démocratique du Congo. Voilà, mais ce problème est plus ou moins réglé. De plus en plus, il y a des liens très étroits, même si souvent il y a des tensions. Il y a certains analystes qui disent que ce qui arrive aujourd'hui est lié aussi au fait que l'Ouganda s'est un peu rapproché de la RDC. Je ne suis pas tellement de cet avis parce qu'aujourd'hui, l'Ouganda semble être beaucoup plus proche du Rwanda. Le Burundi est proche aujourd'hui de la RDC. Les observateurs avaient même peur d'une guerre entre le Burundi et le Rwanda, tellement aujourd'hui ces deux pays sont plus ou moins en rivalité. La question ougandaise est une question qui est importante, puisque l'Ouganda est aussi un pays frontalier et l'Ouganda a aussi la particularité, tout comme le Rwanda, d'être un pays fortement militarisé avec une armée qui est assez importante. Justement, par exemple, vous avez tout à l'heure parlé de l'état de l'armée congolaise. Qu'est-ce qui explique cela? Si on prend en compte que si on compare la RDC et le Rwanda, les deux pays, il n'y a pas photo, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que le Rwanda est un petit pays, contrairement à la RDC. Qu'est-ce qui explique que malgré le fait que l'armée congolaise soit plus consistante en nombre que le M23, pourquoi l'armée congolaise n'arrive pas à repousser ces multiples rébellions qui s'ajoutent d'année après année? Vous avez posé une excellente question. D'un point de vue des relations internationales, les réalistes nous disent que la taille, la superficie d'un pays est un facteur de puissance. Mais au Congo, en RDC, malheureusement, c'est un facteur d'impuissance. C'est vrai, nous avons un pays qui est très important, qui est très grand, et en face, nous avons un tout petit pays. La puissance ne se détermine pas simplement en fonction de la superficie. Tout à l'heure, j'ai dit que le Rwanda, depuis le génocide, le Rwanda s'est fortement militarisé, avec une élite qui a l'habitude de la guerre et qui a installé
une armée non seulement importante aux yeux de l'Afrique, mais une armée qui est de loin beaucoup plus importante que celle de la République démocratique du Congo. Mais il y a des dynamiques internes à la République démocratique du Congo qui font que ce pays ne peut pas disposer d'une armée importante. Les nombreuses rébellions et les nombreux accords ont permis ou ont occasionné une fusion des éléments traditionnels de l'armée avec des éléments rebelles. Vous avez vu, il y a beaucoup d'officiers, notamment des généraux, qui sont d'anciens rebelles. Donc il n'y a pas une structuration. D'un point de vue institutionnel, il y a un problème quant à l'armée. L'armée est constituée de beaucoup d'éléments qui viennent des rébellions passées. Et ça, c'est problématique. Donc la formation pose problème, l'investissement pose problème, et surtout les militaires congolais sont dans une situation de dénouement, de clochardisation qui fait que ce sont les premiers à fuir. Vous savez qu'il y a 5 généraux qui aujourd'hui vont être probablement condamnés, jugés et condamnés. D'ailleurs, ça fait rire parce qu'ils sont jugés devant le ministre de la Justice. Donc ça fait un peu rire, mais c'est une situation qui est dramatique. Voilà un pays qui n'a pas les moyens de se défendre. Quand je dis les moyens, ce n'est pas des moyens financiers, mais des moyens humains, une expertise pour se défendre devant des mouvements armés qui, depuis au moins 30 ans, font la guerre dans la zone, donc sont très aguerris et qui sont défendus, qui sont soutenus par un pays qui, de mon point de vue, possède l'une des armées les plus importantes aujourd'hui d'Afrique, le Rwanda. Mais dans les années 2000, l'ONU avait imposé un embargo sur les armes à la RDC. Est-ce que ça n'explique pas aussi cette situation? Oui, en partie. Mais vous savez que nous sommes dans des zones où des zones transfrontalières où pour se procurer des armes, ce n'est pas très, très difficile. Même pour une armée régulière, il y a des possibilités de contourner. Il y a des possibilités de contourner les embargos. Le Congo ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, le Congo dispose d'un arsenal important. Mais la guerre, ce n'est pas simplement cela. La guerre, ce sont des motivations. La guerre, ce sont des stratégies. La guerre, c'est aussi des individus avec une certaine expertise guerrière, une expertise au combat, ce que malheureusement le Congo n'a pas actuellement. Le 18 mars passé, les présidents rwandais et congolais, Tshisekedi et Paul Kagame, se sont réunis à Doha pour signer un accord de cessez-le-feu. Quels sont les enjeux diplomatiques de cet accord? Les enjeux diplomatiques pour le moment ne sont pas très visibles. C'est vraiment une stratégie de com qui a réussi, c'est vrai, de la part d'un pays qui pose aussi beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire. Vous savez, le pays dont vous parlez est impliqué dans les rivalités guerrières au Soudan. Ce pays a des intérêts importants, non seulement de plus en plus au Rwanda, ou en tout cas envisage, notamment dans le cas de la construction d'un aéroport très important, mais dans le cas aussi minier en RDC, ce pays est très important. Mais je ne suis pas sûr, et là je ne suis pas diplomate, donc je ne parle pas d'un point de vue diplomatique, mais d'un point de vue de l'analyse, ce pays est très mal placé pour parler de paix. C'est un pays qui, dit-on, est impliqué dans certaines dynamiques guerrières au Mali, dans le Sahel, et c'est un pays qui est aussi impliqué dans certaines dynamiques guerrières dans l'Est, en particulier en Somalie et au Soudan. Bon, c'est une opération de com qui a réussi, parce qu'encore une fois, nous sommes ici dans les relations internationales, les facteurs de puissance jouent un rôle très important. Ce n'est pas n'importe quel pays sur le plan financier, sur le plan économique. Donc, ce n'était pas très difficile, de mon point de vue, de réunir 2 pays africains qui, ici, dans la perspective de cette médiation, semblent faire comprendre aux États de l'Afrique de l'Est et aux États de l'Afrique australe que leur médiation ne vaut pas tellement la peine d'être... Voilà, justement, par rapport à ça, ça dit que le Qatar a fait un gros coup de communication diplomatiquement parlant, en réussissant à réunir les 2 présidents les 2 présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et on sait que le président congolais Joao Lourenço avait essayé ça, mais il a reconnu avoir échoué. Est-ce que ça ne prouve pas en plus que les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite jouent un rôle de plus en plus sur le plan diplomatique, un rôle très important? Absolument, c'est des pays, vous avez vu, ne serait-ce que l'Arabie Saoudite, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, il y a la volonté
de certains pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite, mais surtout du Qatar, de compter, non seulement d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue diplomatique. Mais de mon point de vue, c'est où ça traduit aussi la faiblesse des États africains, la faiblesse des organisations sous-régionales africaines, qui en principe sont des organisations à caractère économique, mais qui, par la force des choses, s'occupent de politique et le font très mal. Il y a un certain nombre d'années, lorsque je présentais ma thèse en France, j'avais expliqué au jury que de mon point de vue, d'ailleurs dans ma thèse je l'explique, que de mon point de vue, les organisations sous-régionales à caractère économique devraient se contenter de l'économie et laisser le soin, pour toutes les questions liées à la sécurité, laisser le soin à l'Union africaine de le faire. Pourquoi? Parce que si les États africains sont faibles, ce n'est pas dans le cadre sous-régional qu'ils vont avoir de la puissance. Probablement dans le cadre régional, avec des États importants comme le Nigeria, comme l'Algérie, comme l'Éthiopie. Peut-être que si sur le plan régional, on confiait la sécurité à l'Union africaine, ce serait beaucoup plus efficace. Mais pour le moment, si vous regardez d'un point de vue historique, y compris avec la CEDEAO, si vous regardez, il y a beaucoup plus d'échecs que de succès dans les médiations, dans la résolution des conflits. Souvent, c'est l'ONU ou l'instrumentalisation par des États de l'ONU, des États, notamment des États européens, c'est ce qui permet souvent de trouver des issues heureuses. Vous savez que si vous considérez un pays comme la Gambie, les États de la CEDEAO n'ont même pas pu réunir le financement nécessaire pour soutenir leur présence en Gambie. Donc s'ils ne peuvent pas le faire en Gambie, ce n'est pas au Mali qu'ils vont le faire. Encore moins au Niger. Merci. Puisque le Qatar a tenté un cessez-le-feu, est-ce qu'au niveau régional ou africain, il y a des processus de paix en cours? Oui, il y a des processus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, la stratégie de l'Union africaine, c'est de confier la sécurité sous-régionale aux organismes sous-régionaux. Et ici, les organismes qui sont au devant de la scène, c'est la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté économique des États de l'Afrique australe. Mais on voit bien que c'est un échec. Et devant cet échec-là, il y a l'impasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas grand-chose de mon point de vue, mais probablement, encore une fois, il faut changer de mon point de vue cette perspective pour confier de plus en plus à la sécurité et donner des moyens aussi de le faire, la sécurité à l'Union africaine. Mais les pays africains sont tellement faibles, les organisations africaines sont tellement faibles que de mon point de vue, il est très difficile qu'elles puissent compter, qu'elles puissent jouer un rôle très important dans la résolution des conflits. Professeur, quelle solution durable pourrait être envisagée pour la résolution définitive de ce conflit? Pour le conflit congolais, il faut que les dynamiques internes soient considérées, de même que les dynamiques internationales. Aujourd'hui, on ne considère que les dynamiques internationales, c'est-à-dire les dynamiques géopolitiques avec le Rwanda. Tout le monde accuse le Rwanda, et lorsqu'on accuse le Rwanda a une volonté impérialiste, veut s'accaparer des ressources du Congo. Ce n'est peut-être pas tout à fait faux, mais on sous-estime ou on ne prend pas suffisamment en compte les dynamiques internes. C'est quoi ces dynamiques internes? C'est la question de la nationalité. C'est la question de la marginalisation, en particulier la marginalisation des populations de l'Est, la population des populations du Sud et du Nord Kivu. Ces populations qui, souvent, sont accusées, il faut le dire, sont accusées, si vous allez au Congo, vous allez le constater, sont accusées d'être des Rwandais. Et c'est vrai que la guerre n'aide pas, puisque certains ont des origines rwandaises, avec l'influence du Rwanda, ces populations sont en général les boucs émissaires. Il faut que ces questions internes soient résolues. Il faut que l'État congolais soit un État beaucoup plus fort sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan militaire, puisque la prolifération des groupes armés s'explique aussi par la faiblesse et l'absence de l'État congolais. Et ça, c'est un vaste chantier. Depuis 1960, le Congo est dans cette configuration-là. Ça va être très difficile à court, moyen terme de résoudre ce problème. On risque d'assister à un scénario qui est déjà connu, c'est-à-dire non seulement la prolifération de groupes armés, mais un éternel recommencement. Merci beaucoup, professeur. Merci. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir. Mesdames, messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.